se cachait une amitié bâtie sur la confiance, la loyauté et des épreuves communes, bien au-delà de ce que les caméras ont capté. Aujourd'hui, à 91 ans, Michael Caine a choisi de rompre le silence et de parler avec une rare sincérité de l'homme derrière la légende. Les vérités, les combats et les rumeurs qui ont entouré Sean Connery pendant des décennies. Comment deux garçons, issus de la classe ouvrière, ont conquis le monde. Bien avant que les caméras ne tournent ou que les prix ne soient remis, Michael Caine et Sean Connery n'étaient donc que deux garçons façonnés par les dures réalités de la Grande-Bretagne d'après-guerre. Leurs débuts ont été marqués par la pauvreté, la résilience et une détermination commune à dépasser les circonstances dans lesquelles ils étaient nés. Michael Caine est venu au monde sous le nom de Maurice Joseph Michael White Jr. le 14 mars 1933, dans le quartier ouvrier de Rotherhithe, au sud de Londres. Son père, Maurice Seigneur, travaillait comme porteur au marché aux poissons de Billingsgate, se levant à l'aube pour transporter des caisses de poissons afin de nourrir Londres. Sa mère, Helen Maria Burchell, travaillait sans relâche comme femme de ménage, récurant des sols et cuisinant pour des familles aisées. Les Michael White vivaient dans un appartement exigu de 2 pièces, sans salle de bain et sans confort. Michael, son jeune frère Stanley et leurs parents partagèrent cet espace, et la future star a passé une grande partie de son enfance à dormir sur un canapé dans le salon. La Seconde Guerre mondiale a apporté des difficultés supplémentaires. Lorsque Michael avait seulement 6 ans, il fut évacué de Londres pendant le Blitz et envoyé dans le Norfolk pour sa sécurité. Là, il connut non seulement la séparation d'avec sa famille, mais aussi la solitude écrasante que tant d'enfants évacués ont ressentie. À son retour à Londres, Michael quitta l'école à 16 ans et commença à travailler pour aider sa famille. Il accepta tous les petits boulots qu'il trouvait. Il lavait la vaisselle dans des restaurants, travaillait comme porteur, livrait des messages, utilisant souvent ses maigres revenus pour financer son véritable rêve, devenir acteur. Le soir, il lisait des pièces et répétait des monologues, espérant un jour monter sur scène. Thomas Cheyenne Connery était né plus tôt, le 25 août 1930, à Édimbourg, en Écosse, dans le quartier de Fontainebridge, surnommé localement la rue aux 1000 odeurs, en raison des brasseries et des usines de caoutchouc voisines. Son père, Joseph Connery, était ouvrier et chauffeur de camion, tandis que sa mère, Euphemia Effie, McBain McLean, faisait des ménages. La famille était si pauvre que le nouveau-né Sean fut installé dans un tiroir de commode faute de berceau. Dès l'âge de 9 ans, Sheehan contribuait à la survie de la famille en livrant du lait pour la coopérative Sainte, Cuthbert avant l'école. À 13 ans, il quitta l'école pour travailler à plein temps, occupant des postes tels qu'assistant boucher, maître nageur au bain de Portobello et même polisseur de cercueils pour un entrepreneur local. Pendant ses temps libres, il développe à sa musculature et, à 18 ans, il s'engage dans la Royal Navy. Cependant, il fut réformé à 19 ans pour cause d'ulcère à l'estomac, un problème héréditaire. De retour chez lui, il se consacra au culturisme, participant finalement au concours Mr. Universe en 1953, où il attira l'attention non seulement par sa carrure, mais aussi par son allure impressionnante. Les débuts de Caine et Connery dans le monde du spectacle furent le fruit d'une volonté et de hasard saisis. Cherchant un revenu supplémentaire, Connery décrocha un emploi dans les coulisses du King's Theatre d'Édimbourg en 1951. C'est là qu'il entendit parler d'auditions pour les chœurs de South Pacific. Il obtint un petit rôle, et lorsque la production fut jouée à Londres, cela ouvrit la porte à d'autres rôles sur scène et à la télévision. Pendant ce temps, la première opportunité de Caine survint au début des années 1950, après son service militaire en Corée, lorsqu'il rejoignit une troupe de théâtre à Horsham, changeant son nom de Michael White à Caine, inspiré, dit-on, par l'affiche du film The Caine Mutiny,
il décrocha de petits rôles à la télévision et au cinéma au fil de la décennie. Les moments décisifs arrivent à seulement quelques années d'intervalle. Le choix de Connery pour incarner James Bond dans Docteur. No Eve en 1962 fit de lui un symbole mondial du jour au lendemain. D'abord écarté en raison de ses origines écossaises et de son passé ouvrier, Connery séduisit finalement les producteurs, et même Ian Fleming, grâce à son charisme brut et sa prestance physique. Quelques années plus tard, en 1966, l'interprétation de Kane dans le rôle complexe et tourmenté d'Alfie Elkins lui valut sa première nomination aux Oscars et consacra sa place parmi les grands acteurs britanniques, forgé une amitié légendaire sous la chaleur du Maroc. Lorsque John Huston parvint enfin à réaliser The Man Who Would Be King en 1975, c'était un film qui se préparait depuis des décennies. Huston avait d'abord rêvé d'adapter l'histoire de Kipling dans les années 1950 avec Clark Gable et Humphrey Bogart dans les rôles principaux. Mais le temps et la tragédie lui avaient enlevé cette opportunité. Dans les années 1970, Huston se tourna vers deux des stars britanniques les plus reconnues, Sean Connery et Michael Caine. Les deux hommes étaient connus pour leur charisme naturel, mais Huston percevait en eux quelque chose de plus profond, un lien forgé dans la véritable lutte. Un type de connexion qui donnerait de l'authenticité à leur interprétation de deux aventuriers, voyous, en quête de fortune, sur des terres étrangères. Le tournage au Maroc s'avéra bien plus difficile que quiconque ne l'avait anticipé. Les conditions étaient implacables. Les températures dépassaient souvent les 45 degrés Celsius et des tempêtes de sable balayaient le plateau sans prévenir, arrêtant la production pendant des heures, voire des jours. Les lieux reculés coupèrent le casting et l'équipe des commodités et sécurité d'un tournage en studio traditionnel. Des pannes techniques perturbèrent la production et les intempéries extrêmes endommagèrent le matériel, les obligeant à improviser des solutions avec des ressources limitées. Mais ce qui compliqua encore davantage la situation fut l'instabilité à la tête du projet. John Huston, autrefois salué pour des chefs-d'œuvre comme The African Queen et The Maltese Falcon, était devenu imprévisible. L'âge et les années dans l'industrie l'avaient rendu plus irritable, moins enclin à guider ses acteurs comme il le faisait auparavant. Michael Caine se souvient avoir approché Huston pour obtenir des précisions sur la motivation de son personnage, dans une scène clé pour se faire y conduire par un sec. « Vous êtes bien payé, débrouillez-vous. » Ce n'était pas seulement décourageant. Cela laissait Caine et Connery, pourtant des professionnels aguerris, livrés à eux-mêmes sur le plan créatif. Des scènes entières furent construites de toutes pièces par les deux acteurs qui s'appuyaient sur leur instinct, leur confiance mutuelle et leur sens partagé de l'humour pour porter le film. Pourtant, la plus grande injustice ne venait ni des éléments ni d'un réalisateur acariâtre, mais de l'intérieur même de l'équipe. Connery et Caine furent révoltés par le racisme flagrant dirigé contre leur collègue Saïd Jaffray, qui incarnait Billy Fish. Jaffray, un acteur indien respecté, subissait des insultes murmurées, était exclu des rassemblements informels et faisait face à une atmosphère générale de mépris de la part de certains membres de l'équipe. Connery et Caine élevaient dans des milieux ouvriers où la discrimination était une réalité quotidienne. Ils furent scandalisés. Ils avaient trop lutté pour gagner le respect dans leur propre vie pour rester spectateurs pendant qu'un collègue était rabaissé. Refusant de laisser Jaffray affronter seul cette hostilité, Connery et Caine affichèrent clairement leur soutien, en louant publiquement sa performance lors des réunions de production, ou en veillant à ce qu'il soit inclus dans les moments sociaux en dehors du plateau. À plus d'une reprise, Connery serait intervenu directement face aux membres de l'équipe qui dépassaient des limites, leur faisant comprendre que ce comportement ne serait pas toléré. Leur prise de position n'était pas un geste grandiloquent destiné aux apparences. C'était une réaction instinctive,
né de la décence et de la solidarité. Des années plus tard, Kane décrirait ce tournage comme l'une des expériences les plus formatrices de sa carrière. Il ne s'agissait pas seulement de l'art ou du succès commercial de The Man Who Would Be King, il s'agissait du lien forgé dans l'adversité. Sean m'a toujours soutenu, se souvenait Kane. Et moi, je l'ai toujours soutenu. C'est cela qui comptait. Cet engagement commun envers l'équité, la loyauté et l'intégrité cimenta une amitié qui perdurerait, bien après que les caméras se soient éteintes. Kane révèle les luttes privées de Sean. Pour des millions de fans à travers le monde, Sean Connery était James Bond, une icône de charme naturel, de danger et de style. Mais derrière les portes closes, Michael Caine voyait un autre homme, épuisé par les attentes implacables liées au rôle de 007. Dès leur première conversation, Connery fut franc sur le fait que le rôle qui avait fait de lui une star était aussi devenu une cage dorée. Lorsque Docteur nous sortit en 1962, Connery passa du quasi-anonymat à la célébrité mondiale du jour au lendemain. Mais à l'époque du tournage de You Only Live Twice, en 1967, le poids de cette renommée commençait à l'écraser. Caine se souvenait vivement des dîners qu'ils partageaient à cette époque. Les rires et la conversation coulaient d'abord aisément, mais inévitablement, l'humeur de Connery changeait. Il devenait silencieux, les yeux fixés sur son verre, l'éclat de son esprit terni par l'épuisement. « J'ai l'impression de ne plus être un homme, je suis juste Bond », confia Connery à Caine un soir. Le public ne se contentait pas de l'admirer, il exigeait qu'il soit ce fantasme. Chaque poignée de main, chaque photo, chaque rencontre dans la rue était teintée d'attente. L'agent secret buveur de martini, séducteur et imperturbable, n'était plus seulement un personnage à l'écran. C'était un masque que Connery était forcé de porter dans la vie quotidienne. Connery tenta désespérément d'échapper aux stéréotypes. Des films comme The Hill et Martini lui permettent d'explorer des personnages plus profonds et complexes. Son interprétation dans The Hill, en soldat subissant une punition militaire brutale, fut saluée par la critique, mais change à peu la perception du public. Quand les spectateurs voyaient Sean Connery, ils voyaient Bond, quel que soit le rôle. Michael Caine, qui avait lui-même lutté contre les étiquettes après Alfie et The Italian Job, comprenait cette frustration. Mais comme il le disait souvent, le fardeau de Connery était bien plus lourd. Caine déclara « Le monde ne se contentait pas de l'admirer. Il avait besoin qu'il reste bon et chienne. Sean avait besoin qu'on le laisse être humain. » Connery était reconnaissant pour ce que Bond lui avait apporté. La gloire, la fortune, les opportunités. Mais Caine savait que cela avait un coût personnel immense. Cela lui avait enlevé la possibilité de vivre authentiquement, de montrer au monde l'étendue de son talent et la profondeur de son être. Le retrait progressif de Connery d'Hollywood ne naquit pas de l'amertume, mais de la nécessité. Ce fut le fruit d'années passées à lutter contre le fossé entre ce qu'il était réellement et ce que le monde exigeait qu'il soit. En voyant son ami affronter ce combat, Caine y vit non pas de la faiblesse, mais du courage. Le courage de s'éloigner enfin des projecteurs et de chercher la paix à ses propres conditions. Pourquoi Sean a tout laissé derrière lui? Au début des années 2000, Sean Connery était désabusé par une industrie qu'il avait autrefois célébrée. Michael Caine se souvient vivement des confidences de Connery sur ses frustrations. Le point de rupture survint lors de The League of Extraordinary Gentlemen, un film miné par le chaos de la production et une dynamique toxique entre le réalisateur et les acteurs. Connery, qui avait déjà dit se prospérer dans la collaboration, se sentit trahi par un système qui ne semblait plus se soucier que des recettes au box-office. Caine révèle que Connery estimait que le cinéma avait changé. La camaraderie avait disparu, remplacée par des suites sans fin et des remakes sans âme.
Les propositions affluaient encore des millions pour des cameos pour une dernière apparition en bon pour un autre Indiana Jones. Mais Connery, fidèle à ses principes, les refusa. Il ne voulait pas être exhibé par pure nostalgie, explique Kane. Il voulait être rappelé pour la dignité qu'il apportait à son travail, pas comme une relique fanée. La décision de Connery de prendre sa retraite, de vivre paisiblement aux Bahamas avec Michelin, de peindre, de jouer au golf et de savourer les plaisirs simples de la vie, fut, selon Kane, le rôle le plus courageux qu'il ait jamais joué. Il choisit la paix plutôt que les applaudissements. Un choix que peu dans leur métier ont le courage de faire. Kane, face à la perte de son plus cher ami. Lorsque Sean Connery s'était impaisiblement dans son sommeil le 31 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, cela marqua bien plus que la fin d'une vie légendaire. Pour Michael Caine, ce fut la perte d'un frère en tout, sauf par le sang. Leur amitié avait duré près de 60 ans. Un lien forgé non seulement à travers les plateaux de tournage et la célébrité, mais aussi dans ces moments discrets et invisibles qui définissent véritablement une connexion. Des conversations privées, des épreuves partagées et une loyauté indéfectible au fil des hauts et des bas de la vie. Caine ressentit profondément cette absence. La mort de Connery ne représentait pas seulement la fermeture d'un chapitre de sa propre vie. C'était, comme il le dit, la fin d'une époque. Dans les interviews qui suivirent l'annonce de la nouvelle, Caine décrivait Connery comme le dernier des véritables stars, le symbole d'un temps où les acteurs ne naissaient pas des équipes marketing ou des réseaux sociaux, mais bâtissaient leur réputation par leur seul talent, leur résilience et leur présence. Connery pour Caine incarnait l'authenticité dans un monde de plus en plus artificiel. Les souvenirs de Caine de leur dernière conversation sont doux amers. Même si la santé de Connery déclinait au cours de ces dernières années, luttant contre l'emprise cruelle de la démence, il subsistait encore des éclats de l'homme vif et passionné qu'il avait toujours été. Caine se rappelle combien Connery parlait avec fierté de sa famille, son épouse bien-aimée Micheline, avec qui il avait partagé près d'un demi-siècle, son fils Jason et ses petits-enfants. Connery évoquait aussi son amour inaltérable pour l'Écosse, la terre de sa naissance, et son espoir qu'un jour, elle obtienne l'indépendance qu'il avait toujours tant souhaitée. Il avait trouvé la paix dans la vie qu'il s'était construite, loin du vacarme d'Hollywood, vivant paisiblement aux Bahamas, entouré de beauté et des plaisirs simples qui avaient toujours compté le plus pour lui. Ce qui rendait leur amitié si rare, réfléchit souvent Caine, c'est qu'elle avait résisté aux fractures qui viennent si souvent briser les liens entre amis célèbres. Pas de jalousie, pas de rivalité, pas de dispute publique. Bien que les deux hommes aient assez connu un immense succès, aucun ne juguait l'autre à l'aune des trophées ou des gros titres. Ils se comprenaient d'une manière que seuls ceux qui ont gravi les échelons depuis rien peuvent te comprendre. Dans les jours et semaines qui suivirent la disparition de Connery, les hommages affluèrent du monde entier. Les autres acteurs de bon comme George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig saluèrent l'homme qui avait établi la norme. Catherine Zeta-Jones, qui partagea l'écran avec lui dans Entrapment, exprima son affection profonde. Nicolas Cage, son partenaire dans The Rock, parla de Connery comme de son plus grand maître en cinéma. Barbara Broccoli, gardienne de la franchise Bond, le remercia d'avoir révolutionné non seulement un personnage, mais le concept même de héros au cinéma. Tous faisaient écho à ce que Caine savait au plus profond de lui. Connery était bien plus qu'une star. Il était un homme de principe, farouchement loyal envers ceux qu'il aimait, inébranlable dans ses convictions et généreux d'esprit. Aujourd'hui, à 91 ans, Michael Caine regarde en arrière et dit souvent que l'un des plus grands honneurs de sa vie a été de marcher aux côtés de Sean Connery, non seulement comme collègue ou coéquipier à l'écran,
mais comme de véritables amis, comme une famille, comme des frères. La perte reste douloureuse, mais la gratitude pour une amitié que même la mort ne peut véritablement éteindre demeure. L'héritage qui les unit pour toujours. Aujourd'hui, alors que Sir Michael Caine réfléchit à la vie de son plus cher ami, il parle avec clarté et détermination de qui Sean Connery était vraiment. Au-delà des smokings et des Aston Martin, au-delà du glamour des tapis rouges et de la célébrité mondiale, Caine insiste sur le fait que le plus grand héritage de Connery ne réside pas dans ses réussites cinématographiques, mais dans son caractère d'homme. Dans les interviews données depuis la disparition de Connery, Caine s'est efforcé de dresser un portrait complet, celui d'un ami complexe, loyal et profondément attaché à ses principes. Caine reconnaît ouvertement que Connery avait ses défauts. Il pouvait être têtu et parfois réticent à faire évoluer des opinions qui se heurtaient aux attentes changeantes de la société. Les propos de Connery, dans certaines interviews, notamment sur les rapports hommes-femmes, ont suscité la controverse tout au long de sa carrière et ont terni par moments son image publique. Mais pour Caine, ces failles ne définissaient pas Connery. Il souligne plutôt l'engagement constant de l'acteur pour des causes qui lui tenaient à cœur, souvent menées discrètement et sans chercher les applaudissements. Connery était un fervent défenseur de la culture et de l'éducation écossaise. En 1971, il cofonda le Scottish International Education Trust, aux côtés de son ami, la légende des courses Sir Jackie Stewart. Connery donna l'intégralité de son cachet d'1 million de dollars pour Diamonds Are Forever au fond. Des ressources destinées à financer des bourses pour les jeunes Écossais poursuivant des études supérieures. Il fut un précurseur du mouvement en faveur de la dévolution et de l'indépendance écossaise, bien avant que ses idées ne soient largement acceptées, et utilise constamment sa notoriété pour mettre en lumière les problèmes de son pays natal. En dehors de la politique, Connery soutenait les jeunes talents artistiques. Il finança discrètement de jeunes acteurs, peintres et écrivains, préférant offrir des opportunités sans éclat médiatique. Comme l'explique Caine, la véritable force de Connery résidait dans son refus catégorique de laisser le monde le définir. Que ce soit dans la peau de Bon ou dans sa vie personnelle, Connery imposait ses propres règles. Il choisissait quand quitter l'écran, quand s'exprimer et quand se retirer dans la discrétion. Son héritage, dit Caine, nous rappelle que l'intégrité et l'authenticité sont les véritables marques de la grandeur. En rendant hommage à Connery, Caine nous invite à réfléchir. Que signifie rester fidèle à soi-même dans un monde avide de nous façonner selon ses désirs? Avez-vous un film préféré de Sean Connery en dehors de son rôle emblématique de James Bond? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de savoir quelle performance vous a le plus marqué. Et si vous avez aimé ce regard sur sa vie et son amitié avec Michael Caine, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les plus grandes légendes du cinéma.